et à tous. Je suis Alaïs Chabran, en charge du développement des marchés publics au sein d'IMS Networks au niveau national. Et donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience d'IMS Networks autour des territoires intelligents et justement voir quelles solutions et quelles initiatives nous avons menées auprès des collectivités et des acteurs publics de manière générale. Encore? Ok. Désolée, hein. Ok, donc pour démarrer, on va commencer par un petit exercice de visualisation, si vous le voulez bien. On va imaginer, tous ensemble, 8500 étudiants en médecine répartis dans 34 centres d'examen qui passent un concours national en ligne, tous en même temps. Le résultat de ce classement est déterminant pour leur hôpital d'affectation et leur spécialité. Tout leur avenir se joue à ce moment-là. Vous vous en doutez, une seule faille de sécurité, un problème de connexion, et tous les résultats du concours sont compromis. Eh bien, c'est typiquement le genre de défi que nous relevons chez IMS Networks. Nous nous assurons que ces examens se passent en toute sécurité. Alors, comment faisons-nous cela? Eh bien, en assurant la supervision du réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le réseau Renater qu'on voit juste à l'écran, le tout en 24/7 depuis notre centre de supervision qui est basé à Castres, dans le Tarn. Cette métaphore, finalement, illustre plutôt bien ce que vivent nos territoires. Là, dans un monde où tout est de plus en plus connecté, digitalisé, les collectivités finalement se retrouvent à faire face à des enjeux qui dépassent la seule cybersécurité. Alors concrètement, quelle vision avons-nous de ce constat? Eh bien, nous pensons déjà, chez IMS Networks, qu'un territoire intelligent, ça va au-delà finalement de l'approche purement technologique. On parle plutôt de projet de société. De projet de société qui va avoir, pour être réussi, 4 défis à relever, 4 enjeux marquants à relever. Ces enjeux doivent être portés à la fois par les collectivités, leurs citoyens et leurs services publics. Quels sont ces défis? On va les détailler juste là. On va retrouver en premier lieu le défi de la cybersécurité. Aujourd'hui en France, 4 incidents cyber touchant les collectivités sont recensés chaque semaine. En 2024, ça représentait 14% des incidents traités par l'ANSSI. C'est plutôt positif quand même. On voit que de manière générale, les collectivités s'améliorent en matière de gouvernance cyber. Maintenant, ce qu'on sait aussi et ce qu'on constate chez IMS Networks, c'est que la menace n'est pas seulement qu'immédiate. Elle va viser vos infrastructures de demain et vos données, qui sont aujourd'hui sécurisées et protégées. Pourquoi? Eh bien parce que les cyberattaquants ne se contentent plus seulement que d'attaquer vos systèmes aujourd'hui, mais vont conserver vos données chiffrées pour pouvoir les déchiffrer plus tard. Comment font-ils cela? Grâce à l'informatique quantique. Deuxième défi, le défi de la protection des données sensibles et de la conformité réglementaire. Alors, on le sait, et c'est d'autant plus vrai depuis la crise du Covid, les collectivités sont des cibles de choix. Elles détiennent des données qui sont extrêmement précieuses pour les cyberattaquants. État civil, santé, sécurité. Données qui sont souvent interconnectées à des réseaux critiques, tels que les réseaux d'eau, de transport ou d'énergie. Avec le RGPD et la directive européenne NIS 2, protéger ces données n'est plus un choix. C'est une obligation légale qui donne lieu, si elle n'est pas respectée, à des sanctions financières et juridiques. Troisième défi, l'indépendance stratégique. Alors, on y est confronté quand on discute avec nos clients, que ce soit des collectivités ou même des acteurs publics au sens large. De plus en plus de clients nous demandent effectivement, sont en recherche plutôt de partenaires souverains, tant sur la partie matérielle, servicielle, ou encore même logiciel. Pourquoi? Eh bien parce qu'un territoire se doit de pouvoir garder le contrôle sur ses infrastructures critiques, sur son réseau, son data center et son cloud. C'est à la fois une question d'autonomie, en réduisant la dépendance aux acteurs étrangers, une question également de résilience, en se préparant aux menaces à venir avec des infrastructures robustes, résilientes, mais aussi une question d'économie locale, puisqu'il faut favoriser les emplois ici et apporter de la valeur ici. Quatrième défi, le numérique responsable. L'innovation ne doit plus se faire au détriment de l'environnement. Or, les territoires ont besoin du numérique pour se développer et on sait que ce n'est pas sans impact pour l'environnement. Avec la loi RN, de nombreuses collectivités sont impactées et doivent mettre en place des pratiques plus sobres d'un point de vue environnemental. Ça se traduit par différents biais et nous on le voit en tant que fournisseur. On répond à des consultations où le poids alloué à la dimension environnementale des candidats est de plus en plus important. Alors, face à ces défis, quelles solutions avons-nous chez IMS? Alors, nous n'avons pas de solution miracle. Notre approche, je dirais, se concentre sur une méthode qui est éprouvée et qui évolue au fil des projets. Cette méthode, elle est axée sur le pilotage, tout simplement, où on va réunir tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les collectivités, la gouvernance, les experts réseau, cybersécurité, pour co-construire ensemble et mettre en place des solutions sur mesure qui répondent en tout point aux enjeux de nos clients. Cette méthode,
Comment elle se traduit? Alors elle va s'articuler autour de 5 piliers qui composent notre offre de valeur. En premier lieu, notre certification ISO 27001, qui garantit la sécurité de l'information et des données de nos clients et qui nous inscrit aussi dans une démarche d'amélioration continue. Deuxième pilier, l'expertise IP et optique, qui nous permet de designer, de concevoir et de déployer des infrastructures critiques ultra performantes. Troisième pilier, une solution de chiffrement résistant au quantique avec un partenaire souverain européen, Nokia. Quatrième pilier, notre NOC, j'en parlais tout à l'heure, qui est basé à Castres, donc pas très loin d'ici, et qui est purement souverain et sans sous-traitance. Et enfin, un engagement durable et éthique, puisque nous avons signé la charte du numérique responsable et avons obtenu en novembre dernier le label EcoVadis Silver. Pour illustrer cette approche, on va arriver à l'exemple qui va permettre de clôturer cette partie, qui est un exemple assez parlant puisqu'il va regrouper en fait à la fois tous les enjeux que j'ai pu énoncer précédemment, mais également notre approche. C'est le groupement d'intérêt public Gigalis qui opère le réseau de la région des Pays de la Loire à destination des collectivités et des acteurs publics. Ce réseau, ce GIP, avait effectivement comme enjeu la souveraineté dans son cahier des charges, la protection des données, la sécurisation de son backbone et puis également la résilience. Donc ils nous ont fait confiance pour la modernisation de leur infrastructure, la supervision et puis la sécurisation de leur infrastructure. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place plusieurs choses. D'abord, on a audité ce backbone. C'était important effectivement de faire un petit état des lieux de ce qui était en place et des failles qu'on pouvait découvrir sur le réseau. On a ensuite fait évoluer cette infrastructure à la fois sur la partie IP et la partie WDM. On a rajouté aussi des briques de sécurité, notamment sur la couche optique en rajoutant une solution Quantum Safe de Nokia sur la partie chiffrement contre le quantique. Et puis, nous avons mis également en place une solution anti-DDoS. Nous travaillons avec un partenaire français, c'est vrai que je ne l'ai pas cité précédemment, un partenaire français Syscure, qui nous a permis effectivement d'accompagner en l'occurrence le GIP Gigalis sur cet enjeu-là. Et enfin, en dernier lieu, donc, nous avons pu superviser, nous exploitons aujourd'hui en 24/7 le réseau de Gigalis. Je conclus. Donc pour conclure cette présentation, chez IMS Networks, finalement, si on devait définir ce qu'est un territoire intelligent pour nous, c'est un territoire résilient, indépendant et prêt à affronter les défis de demain. Concrètement, chez IMS, qu'est-ce qu'on fait? Nous, quel est notre rôle? Eh bien, notre rôle, c'est d'accompagner nos collectivités, nos territoires à anticiper les menaces et à ne surtout pas les subir. Voilà. Merci, effectivement, on est sur une présentation en lien avec la cybersécurité, on l'a bien compris. On n'a pas beaucoup parlé du sujet territoire connecté, cybersécurité jusqu'à présent, mais c'est une réalité auquel il faut faire face. Je vous propose de revenir à nos intervenants en pitch, et pour laisser la parole, donc, si on respecte l'ordre de cette slide, à Bertrand Coquart d'Hexadone. On y va? Allez, on peut l'applaudir aussi. Le pitch, c'est aussi un exercice très mesuré, très cadré. Donc, on a un support, je crois. Il est arrivé, Hexadone, donc. Et il est là. C'est bon, ça marche. 7-8 minutes. Ouais, je vais essayer de faire... Alors, il y a beaucoup de slides. Je ne suis pas sûr qu'on va aller sur tout le slide. Peut-être pour me présenter. Donc, je suis Bertrand Coquart. Je suis directeur commercial et stratégiste chez Hexadone. Et effectivement, je suis élu aussi. Alors, Constance disait tout à l'heure que c'était la seule vice-présidente en charge de l'IA. Et voilà, bon, je suis vice-président, pas d'une région, mais d'un conseil, d'une agglo qui regroupe 230 000 personnes et pour lequel je suis aussi sur la Smart City. C'est important d'avoir des élus et d'avoir cette double casquette. dont je vais essayer de vous parler. On va voir si ça marche sur le petit clic. Et en tant qu'élu, pour moi, ce qui est important, c'est pas seulement vous parler de la data, mais c'est aussi de vous dire comment la data peut nous aider à prendre des décisions intelligentes et plus des décisions qui sont basées sur « moi, je veux dans ma ville être élu l'année prochaine, donc je veux la déchetterie dans ma ville » ou « je pense que les 5 personnes que je connais, que je vois toujours les jours au marché, me disent que la déchetterie doit être dans notre ville ». La data, c'est un facteur extrêmement important et on va voir dans la seconde slide que ce qui est important pour nous, c'est aussi de pouvoir mettre le concitoyen au centre de la ville. Souvent, on parle de la Smart City, on ne parle pas trop des concitoyens. Aujourd'hui, le constat, c'est quand même, c'est pour ça qu'on a fondé Hexadone, c'est que 80% des données collectées par les territoires dorment dans des silos métiers. Elles sont sous-exploitées et ce sont vraiment des trésors qui méritent d'être révélés, non seulement parce qu'on sait que l'IA va arriver et qu'on va avoir besoin d'entraîner avec les données territoriales, mais aussi parce que c'est ce qui permet d'avoir une gouvernance souveraine et on va pouvoir effectivement y mettre à l'intérieur
cette démocratie participative qui est celle des citoyens. Donc, chez Exado, nous croyons vraiment dans un territoire connecté et souverain qui commence par reprendre le pouvoir de la data. On a été fondé, en tout cas à notre capitale, on a deux acteurs importants qui sont Orange et la Banque des Territoires. Et ce sont des acteurs importants qui croient dans cette capacité de la data de pouvoir avoir cette utilité pour analyser et pour pouvoir piloter les politiques publiques. Et donc nos solutions vraiment accompagnent les régions. Vous voyez quelques exemples de clients que nous avons, de départements de France, mais aussi des régions, des métropoles, des communes. Et encore une fois, on est les experts de la data. C'est quoi la data? Ça veut dire quoi concrètement? Souvent, on est confronté à toute une série de données qui viennent de différents angles. On a parlé de l'open data, bien sûr, mais il y a aussi les SIG à l'intérieur, il y a les capteurs. Et souvent, cette donnée, elle est silotée, on l'a dit. Elle est hétérogène, des fois elle est contradictoire. Voilà, des fois on a l'impression qu'on a les bonnes données, on ne les a pas forcément toujours, et surtout elle n'est pas toujours structurée. Donc le rôle principal d'Hexadone, ce n'est pas forcément de répondre à des cas d'usage, c'est principalement de savoir opérer, gérer votre donnée, et surtout que vous en soyez propriétaire. Donc on va l'harmoniser dans un premier temps, et après on va effectivement la nettoyer, s'assurer que la donnée que vous avez est une donnée fiable. On ne peut pas parler de données fiables, par exemple sur la gestion bâtimentaire. J'ai l'exemple de remontée de température. Si on n'a pas un algorithme qui est en capacité, grâce à l'intelligence artificielle, de repérer des données qui ne sont incorrectes, type une remontée de température à 0 degré quand toutes les autres remontées sont à 18, si on n'arrive pas à exclure cette température-là, vous aurez une moyenne de température qui n'est pas exacte. Vous aurez une alerte qui se met en place, un scénario qui n'est pas exact. Il faut donc avoir de la donnée qui soit préparée, prête à l'emploi et à disposition des territoires. On les met à disposition via les plateformes en SaaS, en PaaS ou même on-premise sur vos serveurs. C'est vous qui choisissez. Et surtout, vous êtes propriétaire de la donnée. C'est extrêmement important parce qu'on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle nécessite d'entraîner ces données. On n'y est pas prêt encore sur les territoires maintenant. On y sera prêt dans 3, 4, 5 ans. Si vous avez pas assez de données temporelles, vous aurez une précision de l'algorithme qui sera mauvais. Pour avoir une bonne précision d'algorithme, il faut avoir des données temporelles dans lesquelles on a vécu différents passages. On sait qu'aujourd'hui, il y a des données qui sont un petit peu particulières. Donc ça, c'est notre métier. Et donc, on va centraliser la donnée, on va la préparer, on va la diffuser et on va essayer effectivement de l'afficher sur un hyperviseur. On a parlé de l'hyperviseur tout à l'heure. C'est vraiment, et on le verra tout à l'heure, un moyen d'avoir toutes les informations au même endroit, avec différents usages, qui soient à la fois l'usage métier ou l'usage élu et gouvernance. On oublie souvent l'usage élu et gouvernance, et systématiquement, je vous parlerai, moi, de mon expérience d'élu, et les difficultés d'avoir des chiffres corrects, rapides, sans mobiliser les équipes. On va mobiliser les équipes de voirie pour faire des tableaux Excel, alors qu'ils doivent être sur la route pour pouvoir faire leur travail, ce qu'ils aiment bien. Donc voilà, ce qu'on va essayer d'éviter. Donc notre conviction était vraiment basée sur ces trois piliers de données souveraines, cette donnée qui peut être utilisée par les métiers avec des SIG qui soient vraiment spécifiques sur les métiers, mais également d'avoir une vision gouvernable et éventuellement que l'on va pouvoir partager avec les concitoyens. Donc c'est un petit peu ce qu'on leur envoyait. Vous avez ici alors je reviens juste peut-être sur la slide précédente. C'est notre fameux hexasocle. Vous aurez effectivement un socle qui est ce socle dans lequel on va aller travailler la donnée, la préparer et la mettre à disposition souveraine de la collectivité. C'est une donnée qui est prête. On peut même croiser des données quand on veut avoir une donnée un petit peu intelligente. Le second étape, c'est ce qu'on l'expliquait, c'est le pilotage des métiers. On est par exemple sur l'éclairage public. On va pouvoir aller voir sur le candélabre, sur l'armoire, la consommation, on va pouvoir allumer le candélabre, on va pouvoir voir tous les rapports d'incidents parce qu'on est interfacé effectivement avec les outils de GMAO. Ça, c'est quelque chose que l'on fait classiquement. La grande différence, c'est que tous les métiers auront une seule et même carte à aller voir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils peuvent s'intéresser au métier du voisin. Quand on fait de la mobilité ou quand on fait de l'éclairage, c'est plutôt intéressant de voir la mobilité, les voitures, les vélos, où ils se déplacent, et donc d'avoir une interaction entre les deux. C'est quelque chose qui est très important. Et la dernière, c'est effectivement, Hexastrat, c'est notre outil qui permet d'avoir des données pour les DGS qui font des réunions toutes les semaines, ou pour les élus, et qui souhaitent savoir combien d'incidents ont été répertoriés sur le territoire. On en est où de la consommation des bâtiments? Est-ce qu'on est dans l'objectif de PCAET? Plutôt que de demander ça aux services qu'ils travaillent, qu'ils mettent du temps à avoir des données parfois incorrectes, on a la possibilité, grâce à l'hyperviseur, de pouvoir voir ça de façon régulière.
Et quand on a les données, qu'on héberge les données, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire la même chose que ce que l'on fait sur ChatGPT aujourd'hui. On va aller utiliser un agent IA. L'agent IA, c'est quoi? C'est qu'on va aller interfacer un outil on appelle ça du LLM, on va faire un prompt, on va lui demander par exemple quels sont les 5 bâtiments les plus énergivores. Et il va transformer ce texte-là en code SQL, il va aller voir dans les tables des données que l'on lui a fournies, il va donner une réponse. Et comme on est sur un LLM, la réponse qu'il va donner, ce n'est pas juste un chiffre ou un graphique, il va aller pouvoir éventuellement vous donner de l'interprétation du résultat. On va lui donner par exemple, est-ce qu'il y a eu une influence des vacances de la Toussaint? Il saura quelles vacances de la Toussaint, quelle date, il va aller interpréter cela. Ça, croyez-moi, moi en tant qu'élu, quand j'ai dû demander au service de me dire combien de consommation je vais avoir en moins électrique parce que je veux éteindre mes candélabres de minuit à 5 heures du matin, 6 semaines pour que les services travaillent pour me redonner une information qui n'est pas forcément toujours correcte. Donc c'est quelque chose qui est très important. On peut avoir l'information en temps réel. Je parle de ça, mais je parle d'autres. Parce que, évidemment, quand vous avez de la data, vous pouvez éventuellement faire des tableaux en camembert, etc., etc. Donc vous ne sollicitez pas les services qui sont au cœur de tout. Je vais extrêmement vite. C'est ce que j'ai dit. Comment ça fonctionne? On partage vos cas d'usage. Je vais vous parler d'un cas d'usage précis dans lequel vous allez pouvoir comprendre ce que l'on fait. L'idée, c'est on a une ville qui est venue nous voir en nous disant « Moi, je vais avoir des travaux sur une grande avenue de mon territoire, une avenue très commerçante. Il y a les élections qui arrivent l'année prochaine. Tous les commerçants vont me dire « Grâce à vous, à cause de vous, c'est terminé, je vais fermer ma boutique, c'est fini. Parce que je vais perdre tout mon chiffre d'affaires. » Comment mesurer le chiffre d'affaires? On sait le faire avec de la mobilité. On va savoir combien de personnes sont passées sur cette avenue-là, de façon multimodale. Comment on fait? On récupère les données d'Orange, du téléphone GPS, les données de Renault, des données de Coyote. On va récupérer des données du transport urbain de cette ville-là. Et on va pouvoir savoir si la personne, elle est partie de quel territoire, combien de fois il est passé par cette grande avenue-là, et sur quel moyen. Est-ce que c'était en transport en commun? Est-ce que c'était en vélo? Est-ce que c'était en trottinette? Est-ce que c'était à pied? Ou est-ce que c'était en voiture? Et on a un résultat data précis à échanger avec les commerçants. Non, ce n'est pas moins 80% de personnes qui se sont déplacées, c'est moins 23%. Et d'ailleurs, il y a plus de personnes qui se sont déplacées en transport en commun qu'à pied. Et on va analyser après derrière la situation. Tout ça, on le fait sans capteur. On le fait qu'avec de la data, qu'avec l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est important? Sur mon territoire, 230 000 habitants, j'ai la possibilité d'avoir un observatoire de la mobilité, j'ai la possibilité d'avoir la carte rouge de où se déplacent les personnes. Est-ce qu'elles se déplacent à vélo? Est-ce qu'elles se déplacent pour des zones commerciales? Combien de temps elles se déplacent? Et je vais pouvoir après me dire, OK, c'est ce segment-là qui est intéressant, c'est là où j'ai envie de mettre mes capteurs, parce que je sais que c'est intéressant de le faire. Sinon, je peux aussi partir sur des villes qui mettent des capteurs un petit peu partout, qui ont les moyens de le faire. Moi, je n'ai plus les moyens de le faire. Donc le seul moyen, l'IA, en récupérant de la data, on peut le faire. Et à chaque fois, je dis que vous récupérez vos données. Il faut que j'arrête, c'est ça? Déjà, ça va beaucoup trop vite sur les 8 minutes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, je souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Merci. Et pour ceux qui veulent prolonger l'échange, il y a les stands juste à côté. Il y a la démo possible, hein, avec Fabien notamment, pour voir concrètement, aller cliquer comment ça marche. Merci. Et puis là, c'est au tour de Cédric Gory de Metapolis. On s'est déjà rencontrés. Il nous tarde de voir un peu ce que vous faites aussi sur ces sujets-là et avec les territoires. Je te laisse la parole. Non, ça va. Potentiellement, j'aurais pu. Non, désolé, vous n'aurez pas de belles images. Si vous voulez, en revanche, je pourrais vous en envoyer plein. En fait, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être un petit peu de côté par rapport à ce que vous avez entendu. Alors nous, donc moi je suis Cédric, je suis directeur de la société Metapolis, donc je suis responsable du site parisien. Et pour faire assez rapide, on est une société qui accompagne exclusivement le secteur public sur les sujets de transformation numérique. On a démarré notre activité en 2010 au moment où la vague Smart City commençait à naître. Et d'ailleurs, on a accompagné quelques gros projets, des projets régionaux avec des jumeaux numériques auprès de la région de France. On a accompagné sur une partie du projet On-Dijon, qui fait partie, je pense que vous l'avez à peu près tous dans le viseur, des gros projets dits de Smart City. Alors on avait Constance, je pense qu'elle soit dans la salle, je ne voudrais pas l'oublier, sinon je pense qu'elle va me taper sur la tête, avec la métropole d'Angers également.
Et en fait, là où je dis que j'aimerais bien faire un pas de côté, c'est qu'aujourd'hui, on a démarré une mission là, avec la ville et la métropole de Nice sur l'accompagnement d'un projet d'hyperviseur Smart City et Safe City. Et en fait, j'aimerais pas forcément vous parler de la partie solution, techno. C'est pas forcément, là vous avez eu par exemple avec Exadon, je pense que vous voyez à peu près où ça se situe. Moi, je vais plutôt vous dire, voilà, Nice, pour faire vraiment rapide, c'est historiquement dans les premières villes qui ont adressé ces sujets Smart City. Dans les années 2010, ils ont fait partie de ces collectivités que IBM notamment a accompagné. Donc IBM a fait bénéficier de l'expertise. Ils ont mis en place des centres de supervision, un centre de supervision. Ils utilisent de l'IoT, ils ont des réseaux firmware. Enfin, voilà, vous avez un contexte plutôt très favorable, plutôt maîtrisé, une bonne culture, on va dire, comme on dit, autour de l'innovation techno et du déploiement de solutions numériques. Néanmoins, malgré tout ce savoir-faire et depuis tout ce temps, un des constats aujourd'hui qui est fait, c'est que tout ça, malgré les hyperviseurs, en fait, sont très pilotés par domaine. Vous avez la partie CSU, sécurité, on va dire, un peu historique. Vous avez la mobilité, avec, alors ils ont une régie ligne d'Azur pour ceux qui sont du coin. Il y a tout ce qui va concerner les déplacements, donc ça va concerner plutôt la voirie. Vous voyez déjà, mobilité, voirie, c'est deux sujets, c'est deux mondes qui ne se parlent pas forcément très très bien, même s'il y a une adhérence évidemment très très forte. Ils font de la supervision bâtimentaire, évidemment, consommation d'énergie, etc. Ils sont dans un contexte précaire d'un point de vue énergétique. Ils sont en bout de chaîne, beaucoup d'incidents. Alors il y a des incidents naturels, on va dire, donc tout ce qui va être les intempéries, les inondations, etc. Il y a des événements plus malheureux, on va dire, autour des attentats notamment. Donc voilà, ils ont beaucoup de crises, entre guillemets, à gérer, qui éprouvent pas mal leur système de réaction. À Nice, quand même, pour faire un peu caricatural, tout est de l'urgence. Aujourd'hui, il y a assez peu les processus formalisés autour de la gestion du quotidien. En fait, ils passent un peu tout en urgence. Leur situation fait que le ministère de l'Intérieur et la ville de Nice ont signé un partenariat pour réaliser un projet. Le point de départ, c'est sur un périmètre très résilience et sécurité. Donc il y a ce gros projet, une vingtaine de millions d'euros. Je ne vous fais pas le détail de comment on calcule la taille de ce type de projet. Et il y aura en tête 15-20 millions d'euros pour travailler autour d'un centre commun pour réunir un hôtel des polices, pour réunir à la fois la police nationale, la police municipale et toute la partie un peu sécurité. Donc on les accompagne là-dessus, donc on était à une phase un peu de cadrage et on réfléchissait évidemment au cas d'usage. En fait, encore une fois, ce n'est pas ce point-là forcément que je veux aborder de front. Dans le cadre néanmoins des travaux qu'on a menés, on a fait un petit benchmark, on est une société de conseil, c'est ça très bien, les benchmarks, on fait des beaux schémas, on se renseigne, on pourra vous les montrer si ça vous intéresse. Et surtout, on a organisé quelque chose qui, nous, chez Metapolis, nous tient beaucoup à cœur. On a fait organiser une visite, en fait, la ville, une délégation de la ville de Nice et aller voir le projet à la métropole de Dijon. Donc, il y a eu une journée de vacances, en tout cas de visites très intéressantes qui ont été menées. Et en fait, ce qui est un des enseignements, et vraiment je vais conclure là-dessus, parce que je veux veiller à ne pas dépasser. Ce que j'aimerais, en fait, le message que j'aimerais passer, c'est ce projet d'hyperviseur. En fait, ce que la métropole de Dijon a voulu faire comprendre à Nice qui se lançait dans l'aventure, c'est que ce projet d'hyperviseur, en fait, c'est un catalyseur. En fait, presque peu importe les cas d'usage qui vont viser, le fond du sujet n'est pas celui-là. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est vraiment un enseignement majeur que la métropole de Dijon veut que les collectivités qui viennent les voir retiennent, c'est qu'ils ont créé un lieu en fait physique unique dans lequel ils ont réuni des équipes qui traditionnellement ne se parlaient pas.
Vous avez même, alors je pense qu'il y a des collectivités qui comprendront la portée, nous avons réussi à intégrer le partenaire de mobilité, donc à savoir Keolis, dans les murs, dans ce centre, ce super centre qui s'appelle On-Dijon, donc c'est le projet On-Dijon. Et en fait, l'enseignement majeur que la ville veut que tout le monde retienne, c'est que c'est en créant ces espaces communs. Alors évidemment, il y a tout un enjeu pour faire en sorte que les données ne soient pas de tout le monde. Évidemment, on parlait tout à l'heure, éventuellement, si on parle de surveillance, de sécurité, des caméras, il ne faut pas que n'importe qui ait accès à n'importe quoi. Donc il y a toute une organisation évidemment très complexe à mettre en place. Néanmoins, ils ont réussi à faire géolocaliser toutes ces équipes et à faire en sorte qu'elles discutent. Ils ont les points de contact, en fait, tous les points de contact, tous les points avec l'extérieur arrivent dans ce centre. Il y a une équipe de dispatch qui est en charge justement de se dire, voilà, ça c'est de l'urgent, ça c'est du pas urgent. Et si je traite de l'urgent, j'ai besoin de mettre lui et lui en face. Et on a des salles où ils peuvent aller se réunir, où ils peuvent aller discuter. Et donc ça, l'idée, en fait, c'est de dire, par rapport aux échecs entre guillemets de la ville de Nice sur ses précédents projets, à savoir qu'elle a des silos qui fonctionnent plutôt bien, plus ou moins bien, diront certains. Mais en tout cas, le sujet principal qui va être celui du futur projet, en fait, c'est vers quel processus et quelles équipes ils ont envie de mettre les unes à côté des autres, justement pour pallier les problèmes et les crises nombreuses qu'ils rencontrent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Un super message, effectivement, quand on veut décloisonner les données, il faut aussi décloisonner les humains. Merci encore pour cette intervention. Et puis on va accueillir Stéphane Jakubiak, aussi sur ce dernier pitch, avec une collectivité que l'on connaît bien. On ne présente plus le Sicoval, désolé. mais en tout cas, on ne vous connaissait pas encore sur la mêlée numérique. Peut-être que c'est là aussi l'occasion de nous partager qui vous êtes et quel cas d'usage vous avez à nous partager. Ok, on va essayer de faire ça. Merci. Donc, je m'appelle Stéphane Jakubiak, je suis directeur général adjoint au Sicoval et je suis en charge donc, du patrimoine et des services urbains. Aujourd'hui, le cas d'usage que je vais vous présenter, il y a assez longtemps qu'on travaille avec de l'intelligence artificielle ou qu'on essaye de travailler avec de l'intelligence artificielle. C'est un cas d'usage qu'on a appliqué sur l'eau potable. Donc, dans l'eau potable, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que sur le territoire du Sicoval, on a à peu près 1000 km de réseau d'eau potable pour un rendement de 80%. Alors un rendement de 80%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% de l'eau qui transite dans nos tuyaux est perdue dans la nature avant qu'elle arrive au robinet de l'usager. On achète environ 5 millions de mètres cubes d'eau donc pour distribuer sur notre territoire et on en revend 4. Donc on perd 1 million de mètres cubes d'eau par an qui retourne à la nature. Donc c'est de l'eau qu'on a quand même captée, qu'on a traitée, qu'on a transportée jusqu'au château d'eau. Et ensuite, au moment de les distribuer du château d'eau à l'usager, c'est le moment où on perd 1 million de mètres cubes. Donc au-delà de l'aspect environnemental qui est dramatique en soi, puisque l'eau, ok, elle revient d'un milieu naturel, mais elle a été traitée, il y a eu toute cette énergie pour la perdre en route. C'est les coûts que ça génère, puisque à peu près pour nous, 1 million de mètres cubes d'eau, c'est à peu près 1 million d'euros de perdus. Donc on a des méthodes qui sont des méthodes usuelles, qui sont l'écoute de réseau, qui sont des débitmètres de sectorisation. Et on se rend compte qu'avec toutes ces méthodes-là, on a du mal à augmenter notre rendement, c'est-à-dire à diminuer nos fuites sur le réseau. Il faut savoir qu'on renouvelle nos réseaux d'eau à la hauteur de 0,5% par an, c'est-à-dire on change un tuyau d'eau tous les 200 ans, c'est ce que ça veut dire. En France, la moyenne de renouvellement d'un réseau d'eau, c'est une fois tous les 100 ans. C'est assez rare. Donc ça veut dire que quand on pose un réseau, il vaut mieux qu'il soit bien posé et que les matériaux soient des matériaux performants. Donc on a rencontré, mes agents sont allés à un salon, ils ont rencontré une société qui s'appelle Limited et qui leur a dit, nous on a développé un jumeau numérique sur l'eau. Alors c'est un très vieux sujet pour nous, on a rencontré plein de gens sur ce fameux jumeau numérique, ça fait au moins 10 ans qu'on est là-dessus, moi je ne l'ai jamais vu arriver. Et donc là, en l'occurrence, on a rencontré des gens qui ont déjà bien avancé sur ce sujet-là. Donc ce qu'ils nous ont proposé tout simplement, c'est de travailler avec nous et d'être payé que s'il y avait du résultat. Donc déjà, quand on veut lancer un sujet comme ça, c'est déjà une première base qui est plutôt assainie, c'est-à-dire que si ça fonctionne, eh bien, les gens seront rémunérés, si ça ne fonctionne pas, eh bien, ils ne le seront pas.
Donc ce qu'on a vu avec eux, c'est qu'on leur a transmis toutes nos données, les données que nous avons. C'est-à-dire que quand on vient entretenir nos réseaux, ben on part avec des données en attente de fuite sur ce secteur-là, on va l'investiguer, c'est confirmé, le réseau est dégradé, et bien on va faire des réparations et on va renouveler notre réseau. On leur a donné notre SIG, on a un SIG qui est assez abouti, donc évidemment avec toute la cartographie de nos réseaux, l'âge de nos canalisations, le type de matériaux, donc des canalisations, le type de remblaiement des matériaux et les revêtements de surface. Voilà. Et ensuite, on leur a donné tout notre historique de fuite, donc tous les gens qui nous appellent au quotidien, j'ai une fuite chez moi, etc. Donc tout ça, on leur a donné. Ils ont rentré toutes nos données dans ce qu'on appelle le nettoyage des données dans leur logiciel à eux. Et donc eux, ils ont un algorithme qui est déjà nourri de 150 variables, qui sont des variables qui sont dites donc soit dynamiques ou statiques. Alors dans ces variables, il y a par exemple, je vous en ai mis 3, il y a la géologie, la topographie, il y a les données météo. Voilà, donc ils ont tout ce cursus de données qui viennent collecter avec les nôtres. Et donc l'IA, ensuite, elle a fait son travail. Et ce sont des gens qui ont déjà... Enfin, à l'époque, ils avaient 800 000 fuites étudiées. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont passés à plus d'1 million. Une fois que c'est passé à la molette de l'IA, donc on voit augmentation de la base de données. Donc le modèle de l'IA tourne. Et ce qui se passe, c'est que là, on revient à la slide de la flèche, c'est qu'une fois que le modèle a tourné, tout simplement, il nous donne une cartographie tout simple de notre territoire. Alors on a travaillé sur 100 km parce qu'ils interviennent que si on a au moins 100 km de réseau. L'IA sort des secteurs, tout simplement en rouge quand il faut intervenir, où l'IA dit les fuites, il y a une fuite importante, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Et sur ce qui est très intéressant et qui nous a plutôt impressionné sur le sujet, c'est que sur une même rue, vous pouvez avoir du rouge au tout début, rien entre deux, du rouge à la fin. Là où moi j'ai trouvé un intérêt particulier sur cette expérimentation, c'est qu'on a tout l'accélérateur en fait, de particules qui est l'IA, qui nous dit qu'il faut intervenir là, là et là. Et ensuite, Lickmitted a des chercheurs de fuite, donc c'est l'humain qui reprend la main, et qui vient sur le terrain, donc avec sa tablette. Il a une tablette sur laquelle il a toute sa cartographie, tous les secteurs rouges qu'il doit investiguer. Et le gars vient, donc c'est un détecteur de fuite, et il vient sur le terrain voir s'il y a fuite ou pas. Donc nous, on a évidemment, ça a duré 15 jours, on a mis nos équipes à disposition, parce qu'une fois que la fuite était détectée, on l'a réparée tout de suite. Donc les secteurs qu'on a investigués, c'est la ville de Baziège et la ville de Castanet, pour 100 km de réseau. On leur a donné nos données, ils ont mouliné ça pendant 2 semaines, donc c'est assez rapide. Hein. Et ils sont venus sur le terrain 2 semaines. Donc ça veut dire qu'en 1 mois, on a détecté 12 fuites sur le secteur. Il faut savoir que ce secteur, on l'avait déjà investigué avec nos méthodes à nous, les méthodes habituelles, et on ne les avait pas trouvées. Donc le gars est allé sur le terrain, il a écouté, il a dit elle est là, elle est là, elle est là. Et c'était franchement assez révélateur, très impressionnant. Le deal avec eux, c'est qu'on leur a donné nos débitmètres de nuit, donc le lot qui transite le débitmètre initial, pour un objectif au moins de 20%, parce qu'ils commencent à se rémunérer à partir du moment où ils font diminuer de 20% notre débit. Et puis plus ils trouvent, plus leur rémunération est élevée. Donc on est arrivé à un résultat qui est quand même pour nous assez important, puisqu'on a réduit de 13 mètres cubes par heure le débit sur ce secteur investigué. Donc on a les 12 fuites qu'on a réparées, donc on a économisé, on a projeté évidemment tout ce qu'on a, le débit fois le reste de l'année, 114 000 mètres cubes d'eau, ce qui représente la consommation de 950 foyers sur une année. Donc c'est très rapide, quoi. 2 semaines de données, nous on n'a rien fait, on a donné des données, il ne s'est rien passé, et on est juste allé 2 semaines avec eux sur le terrain, point barre. Et à partir de là, au bout de 2 semaines, réparation faite sur le terrain, une fois détectée par l'opérateur, on a de suite résolu donc une consommation pour 950 foyers. Combien ça coûte? C'est assez simple. Donc, ce que je vous disais, Lickmitted se rémunère en fonction du résultat. Donc, s'ils sont en dessous de 20% de débit de fuite, eh bien, ils ne sont pas payés. S'ils sont entre 20 et 30, c'est 150 € le kilomètre. Alors, bon, voilà, je ne vais pas vous faire le... Mais l'idée, c'est que plus ils détectent, plus ils sont rémunérés. Donc, pour nous, c'est tout simple, en fait. C'est-à-dire, le NIR exploré, c'est 100 km. La prestation elle nous a coûté 20 000 €, puisqu'on est au-delà des 40%, on était à la frontière à 39,98, on les a quand même payés, on a considéré qu'on était à 40. Donc on a économisé un volume d'eau de 114 000 mètres cubes, pour un prix de revient de 112 000 €.
Et donc, quand on déduit ça, le gain financier pour la collectivité, il est donc d'à peu près 93 000 €, auquel il faut déduire quand même les réparations sur site qui nous ont coûté à peu près 30 000 €. Donc, peu ou prou, on a économisé financièrement 60 000 €. Mais au-delà de l'aspect financier, parce que le budget haut, 60 000 €, c'est important, mais c'est pas ce qui va le faire vivre ou pas. C'est surtout qu'on a économisé 100 000 m3. Et ça, dans une temporalité très 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 courte, quoi. C'est-à-dire action-réaction. Chose qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sans l'IA, clairement. On a beau mettre tous les moyens avec des 10 mètres de sectorisation partout, on a beau faire des écoutes, on a même envisagé, et on le fera sûrement aussi, de faire de la détection de fuite avec des chiens, parce qu'ils sentent le chlore, etc. Mais pour nous, le ROI, il est fantastique. Donc, et après, donc, on ne va pas se contenter de ça, parce que évidemment c'est très satisfaisant. Ce qu'on a fait maintenant avec Limited, c'est qu'on on va utiliser leur jumeau numérique. Il va nous permettre de faire des simulations sur des rénovations, donc évidemment parce que lui il a tout, maintenant il a tout notre réseau, et l'objectif final de tout ça, c'est que nous on va faire du prédictif. Voilà, c'est que le logiciel il est capable de dire, vous m'avez donné vos données, les fuites elles sont là et là, ce qu'on va essayer de lui faire, c'est, voilà, tu as nos données, dis-nous quand est-ce que ça va casser en premier. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire demain, donc on aura le logiciel en début d'année, en début d'année. Et donc on se donne un an devant nous pour voir si le logiciel est efficace, si le jumeau numérique fonctionne. Et si tel est le cas, il nous aidera à la priorisation de nos interventions. Et plutôt que d'aller réparer des fuites quand elles sont présentes et quand on les a trouvées, c'est-à-dire qu'on a perdu toute l'eau entre-temps, on imagine et on espère pouvoir réparer les réseaux avant qu'ils fuient. Voilà. Donc, ce qui pour nous, le prédictif, c'est le Graal d'un exploitant, quoi. Voilà. Donc, espérons que ça fonctionne. On reviendra l'an prochain vous dire si c'était le cas. Merci.